Bonjour à tous et bienvenue sur ce webcast distribué par le Gus. Je m'appelle Noam Brezis et je vais parler d'importants bugs provenant du SQL Server. Je vais rapidement me présenter. Je travaille à Madera, c'est une compagnie internationale qui est basée en Israël. Et donc on fait de la consultation pour SQL Server surtout en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais commencer directement par montrer le premier bug d'aujourd'hui que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez voir devant vous, ce que je fais c'est très simple. Je déclare une variable au nom value et j'insère à l'intérieur donc le mot hello. La variable est du type varchar20 et ce que je vais faire c'est donc enchaîner après le mot hello le mot world et donc bien sûr si hello world. Donc jusqu'à là tout va bien, pas de bug. Mais si on passe maintenant au type char20, donc dans ce cas-là, même si on met un mot avec moins de lettres que les 20 caractères, on va quand même avoir assigné 20 caractères dans la variable value. Donc maintenant, quand on va essayer de faire exactement la même chose, d'enchaîner avec le mot hello, le mot world, et voyons ce qu'on aura comme réponse. Et là, c'est pas exactement ce qu'on pense qui va se passer. On peut voir qu'on a le hello, mais le mot world, il est plus là. Or, on voudrait bien enchaîner les deux mots ensemble. Alors, d'abord, quelle est la raison que ça se passe? Assez simple. Si on prend maintenant le mot hello, et je le copie, donc je copie la valeur de ce qui se trouve dans la variable, vous pouvez voir qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord le mot hello, et après SQL Server, automatiquement, va mettre des espaces vides à la fin de la variable. Donc en fait, au moment où on essaye d'enchaîner le mot world après le mot hello, ce qui se passe, c'est qu'on a ceci. On a donc le hello avec les espaces et le world après. Mais bien sûr, la variable ne peut pas avoir plus que 20 caractères. Donc ce qui se passe, c'est qu'on reste avec le mot hello. Maintenant, si on utilise la fonction len pour vérifier quelle est la taille de la variable value, on peut voir qu'il n'y a que 5 caractères. C'est d'un côté normal parce que c'est ce qu'on voit, mais on a bien vu avant qu'on avait 20 caractères puisqu'on avait les espaces vides à l'intérieur. Alors la raison puisque c'est ce qu'on voit, c'est que la fonction len ne calcule pas les espaces vides. Donc on peut utiliser la fonction datalength pour voir vraiment combien d'espace la variable value prend, et donc on peut voir qu'il y a vraiment 20 octets pour la variable value. Donc on a commencé avec quelque chose d'assez simple, assez basique, mais quand même je pense que c'est important à le savoir, parce que ça risque de faire grande catastrophe si on ne le connaît pas. Maintenant je vais continuer avec le prochain bug. Vous pouvez voir que quand c'est un bug connu, et qui est mis sur le website Connect de Microsoft, j'ai mis ici un link, donc vous pouvez toujours entrer dans le link de Connect, et si vous voulez aussi, vous pouvez lire un peu plus sur le bug, et aussi voter, et dire que vous voulez que Microsoft trouve une solution, et en fait, pouvoir avoir une solution pour ce bug. Alors voyons le prochain bug. Là il s'agit d'une requête très simple. Tout ce que je fais, c'est que donc je fais un select de la table orders et je voudrais avoir donc tous les lignes avec une date précédente à 150 ans. Donc tout ce que je fais, c'est, vous pouvez voir, j'utilise le date add avec le sysDateTime. Alors, je vais lancer cette requête. Mais vous savez quoi, une seconde, plus important, ce que je vais faire, cette fois il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnalité, mais il s'agit d'un problème de performance. Alors, ce que je fais, c'est que je voudrais qu'on puisse voir le plan d'exécution de cette requête. Alors, je suppose que vous connaissez quand même ce que c'est le plan d'exécution, mais juste en un mot, c'est on peut voir en fait la façon dont SQL Server va exécuter la requête. Donc on peut voir quels sont les objets et quels sont les algorithmes que SQL Server utilise quand il va faire les joints entre les différentes tables. Alors, voyons ce qui se passe dans ce cas et pourquoi
il y a ici un bug, de quoi il s'agit. Alors, la première chose, je pense qu'il est vraiment important à regarder quand on regarde un plan d'exécution, c'est de regarder la différence entre le estimated number of rows, donc le nombre de lignes que SQL Server estime qu'on aura par cet opérateur, et faire la différence et vérifier est-ce qu'il y a une grande différence avec l'actuel nombre de lignes que l'opérateur a lit de la table. Parce qu'en fait, si on trouve une grande différence entre les deux, ce qui va se passer, c'est que le optimizer, c'est la partie donc de l'engin serveur qui doit décider quels sont les algorithmes et en plus décider combien de mémoire faut donner pour que cette requête puisse fonctionner. Et si l'estimation est incorrecte, ce qui risque de se passer, c'est d'abord on aura des très mauvais algorithmes et donc automatiquement la performance risque d'être terrible. Et vraiment c'est un des cas, je le dis parce que dans beaucoup de cas, on voit une grande différence et là les requêtes, ça peut même arriver à des heures à la place d'avoir une performance où ça prend tout simplement même moins qu'une seconde. Et donc faire très attention, est-ce qu'on voit une différence entre les deux? Maintenant, il y a plusieurs cas où on risque d'avoir une différence, mais on n'est pas là pour parler de ces cas-là. Je vais vous montrer ce bug spécifique. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une grande différence. Est-ce que Server pense que l'estimation est de 1 million de lignes, mais en fait, on reçoit aucune ligne puisque dans la table, on n'a aucune ligne qui est précédente à il y a 150 ans. Alors, quelle est la raison? En fait, ce qui se passe, c'est assez simple. C'est un bug. Est-ce que le serveur, ce qu'il fait, c'est qu'à la place de regarder et de faire l'addition, et en fait, dans ce cas-là, faire moins 150 ans à la date actuelle, ce qu'il fait, c'est en fait ça. Il vérifie toutes les lignes avec une date précédente à la date actuelle. Maintenant, c'est pas ce qu'il va faire point de vue fonctionnalité. Vous voyez bien qu'on soit le résultat est correct, mais le plan d'exécution ou l'estimation de l'optimizer est incorrect. Parce que ce qu'il fait quand il estime le nombre de lignes, tout simplement, il oublie ou tout simplement il prend pas en compte le date add et il fait comme s'il y a seulement le sysDateTime. Juste pour donner un exemple, pour voir qu'on a bien compris que c'est bien le cas, si je change maintenant et que je demande d'avoir toutes les dates qui sont après, donc la date moins 150 ans, si maintenant on va exécuter et lancer cette requête, on va regarder ce qu'on a d'abord, donc on aura tout ce qu'on a dans la table, puisque toutes les informations sont des derniers 2-3 ans, je crois que j'ai mis là-bas. Donc, si on regarde maintenant l'opérateur qui allait lire les données, on peut voir qu'il estime qu'une seule ligne, mais en fait, on a toute la table qui a été scannée, qui a été lue. Donc en fait, de nouveau, ce que l'optimizer a fait, c'est qu'il a pris, il a pensé, il a fait l'estimation, comme si c'est tout les lignes qui sont après la date actuelle, donc aucune ligne dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver quelle est la solution? Ben, c'est très simple. En fait, le problème, c'est à cause du sysDateTime. Si on le change et on utilise le getDate. Donc, d'abord, quelle est la différence entre les deux? C'est important à savoir et très simple. Le sysDateTime utilise un type de données qui est de DateTime 2, qui est nouveau depuis 2008, et le getDate utilise le DateTime normal. Alors d'abord, la différence entre les deux, c'est bien sûr la précision. Il y a beaucoup plus d'options avec le DateTime 2, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il y a quelques bugs avec le DateTime 2, surtout, comme vous pouvez voir, j'utilise la version 2012, SP1, et on a encore le bug qui est là. Alors, si j'utilise le getDate, dans ce cas-là, vous savez quoi, j'ai qu'à faire l'inverse pour que ça ne prenne pas trop de temps. On peut voir tout de suite que l'estimation est correcte. Ah, attendez une seconde. Je crois que je ne l'ai pas lancé. Voilà, je l'ai lancé, excusez-moi. Et maintenant, on peut voir que l'estimation est bien correcte et que donc, il faut faire très attention parce que cette requête, c'est quelque chose de très standard qu'on utilise. Donc, important, ne pas utiliser le DateAdd avec le
datetime, mais utiliser le getDate à la place. Petite chose, c'est bien de savoir que si on utilise la version 2014, ce bug a été réparé. Et donc, si maintenant j'utilise cette même requête avec le sysDateTime, vous pouvez voir que l'estimation est bien proche, et cette fois est d'une ligne, un tout petit peu, mais donc l'estimation, ils l'ont bien réparé, et ça marche bien en 2014. Donc, tout ce qu'on attend, c'est que vraiment il répare en 2012, et en 2008, si vous l'utilisez, la version 2008 de SQL Server. Ok, je continue, donc ça c'était le premier bug. Continuons avec, j'enchaîne avec le prochain bug. Alors vous pouvez voir là, ce que je fais, c'est tout simplement créer une table qui est partitionnée. Je vais d'abord lancer cette commande. Donc tout ce que je fais maintenant, c'est créer une base de données qui s'appelle partition démo. Pour pouvoir avoir la table qui est partitionnée, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'abord de faire donc une fonction de partition. Ça veut dire que donc je vais décider selon quels critères je veux avoir les différentes partitions de ma table. Donc dans ce cas-là, vous pouvez voir que j'ai une partition pour chaque mois de l'année. Donc j'ai créé la fonction de partition. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est créer un schéma de partition. Et donc là, on va décider pour chacun de nos partitions où est-ce qu'on veut, sur quel groupe de fichiers on veut que le schéma, que la partition soit de façon physique. Donc, maintenant, on a décidé en fait pour chacune de nos partitions où elle se trouve sur quel groupe de fichiers. Maintenant, je suis prêt, je peux créer ma table. Et vous voyez, ce qui est important, c'est de bien inscrire et de bien dire qu'on le veut sur la schéma de partition et de dire aussi, d'écrire quelle est la colonne qui va décider selon quoi on veut faire la partition de cette table. Je vais insérer 1 million de lignes dans la table et tout de suite, ça va prendre une demi-seconde. On pourra voir comment ces données ont été partitionnées et réparties dans notre table. Alors je vais déjà voir donc que pour chaque mois, on a bien réparti les lignes. Est-ce que ça va fait donc cette partition dans la table? Je vais créer aussi un cluster d'index sur donc la colonne d'identité. Maintenant jusqu'à là, c'était vraiment une introduction très rapide sur les partitions des tables. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un bug très important parce que c'est extrêmement commun que ce qu'on veut faire sur nos tables, c'est tout simplement de demander des lignes qui se trouvent dans une certaine partition. Donc on ne veut pas maintenant scanner toute notre table. Ce qu'on veut, c'est seulement scanner la partition qui est en rapport avec nos données. Donc bien sûr, dans ce cas-là, ce qu'on voudrait, c'est que SQL Server scanne seulement la partition qui est janvier. Et pas passer, et pas du tout avoir aucun rapport avec les autres partitions. Maintenant, pour vérifier quelles sont les partitions qui ont été scannées, on peut utiliser, donc appuyer bien sûr le plan d'exécution actuel. Et là, si on regarde dans les propriétés, on peut voir que 7 partitions ont été scannées. Et on peut voir que vraiment toutes les partitions de la première jusqu'à la 7e, les 2 points, ça veut dire de la première jusqu'à la 7e, ont été accédées. Et la question c'est pourquoi, puisque c'est une requête très simple et c'est basique pour les partitions, ça s'appelle donc une sélection de partitions, c'est que notre requête, en fait, si elle n'a pas besoin de atteindre plus qu'une partition, on n'a aucune raison d'arriver et de toucher les autres. Et alors, quelle est la raison du problème? De nouveau, c'est le datetime 2. Parce que la table Product Movements, le datetime, j'utilise le datetime 2, c'est le type de la colonne. Donc, faire très attention. Si vous utilisez le datetime 2 et que vous avez une partition
sur cette colonne, d'abord faire la conversion explicite à datetime 2, et seulement après qu'on ait fait la conversion explicite, on peut voir que vraiment est-ce que le serveur comprend qu'il n'a pas besoin d'aller aux autres partitions, il va seulement à la partition, et donc il fait une bonne sélection de partitions, il va seulement à la partition janvier dans ce cas-là. Donc, en fait, la raison, c'est tout simplement qu'il y a une conversion qui est faite à datetime 2, implicite, et qui, en fait, gêne le optimizer à comprendre quelle est la partition qu'il doit atteindre. Alors, je continue avec le troisième bug. Si vous avez des questions, bien sûr, tapez-le tout simplement ici. Je vais voir les messages et je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je continue. Les déclencheurs, ou en anglais trigger, sont utilisés surtout en cas où si on veut faire une certaine action ou on veut qu'on ait un certain code qui soit exécuté à chaque fois qu'on fasse une certaine modification sur une de nos tables. Donc par exemple, si on veut que quand il y a un certain delete ou un certain insert ou un update sur une de nos tables, on veut en plus qu'il y ait un code à nous externe qui soit exécuté à chaque fois qu'on touche la table. Donc on peut créer un trigger et donc à chaque fois notre code sera exécuté. Dans ce cas-là, ce que je veux vous montrer, c'est un trigger de sorte logon. Ça veut dire, cette fois c'est un cas un peu différent, c'est pas quand on a une donnée qui est modifiée sur une table que notre code sera exécuté, ça va se passer en fait au moment où on a un certain client qui se connecte à notre serveur. Et au moment où il se connecte, et ce sera pour chacun de nos clients, ou pour chaque connexion faite en fait, donc le trigger sera exécuté et notre code aussi. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, c'est que si on a une certaine erreur ou on a un problème dans notre code, la personne ne pourra pas entrer dans notre serveur du tout, parce que ça se fait dans la même transaction, et donc si on a une erreur, la personne qui va essayer d'entrer dans le serveur ne pourra tout simplement pas entrer. Alors je crée ce trigger très simple. Tout ce qui se passe ici, vous pouvez voir qu'à chaque fois, au moment où quelqu'un va essayer de se connecter à notre base de données ou à notre serveur, j'insère une ligne dans la table login info 2 avec son nom et le programme qu'il utilise. Maintenant, essayons de se connecter, on va essayer de voir si vraiment on aura une nouvelle ligne avec le nom du login et le programme name. Alors je fais une nouvelle... Oh, on a un problème. Heureusement que le thème, c'est des bugs SQL Server, parce que sinon, ça aurait pu être un peu problématique. Mais là, ce qui se passe, on peut voir, il y a marqué le logon. Il y a une erreur à cause du trigger. Donc, revenons. Vous savez quoi, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Disons qu'on est bloqué. Alors, oui, le mieux, c'est d'utiliser le DAC. Si par exemple, là, j'ai encore ma connexion, donc je peux en fait éliminer et effacer le trigger, mais disons que j'avais perdu cette connexion. En fait, j'ai aucune autre option à part pour utiliser le DAC. Donc, vous connaissez, je suppose, le DAC. Il faut faire, c'est tout simplement écrire admin, et je peux me connecter. Voilà. De nouveau, on a un problème. Alors, qu'est-ce qui a marqué ici? On voit que ça n'a aucun rapport au trigger, mais cette fois, il s'agit qu'on a plusieurs connexions qui essayent de se faire en même temps sur notre serveur. Mais c'est un peu bizarre. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que le DAC, on ne peut pas avoir deux connexions DAC en même temps, donc ça ne peut pas se faire. Mais là, il faut savoir une petite chose, et c'est vraiment important à le savoir, parce que normalement on utilise le DAC quand on est coincé, quand on a un grand problème, il faut le faire très vite. Et là on a tout d'un coup cette erreur. Alors à savoir, pour utiliser le DAC, on ne le fait pas jamais par l'Object Explorer, parce que l'Object Explorer va ouvrir deux connexions, on le fait tout simplement par une nouvelle fenêtre. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr écrire admin, et voilà, on est entré dans le serveur, et ce qu'on peut faire, c'est effacer le trigger. Alors, quel était le problème et pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement parce que la table login info 2 n'existe pas. C'est très simple. Alors vous dites, il n'y a pas de bug, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de temps sur un thème où il n'y a même pas un problème? C'est vrai, je suis d'accord.
la table login info 2 n'existe pas, mais alors ce qu'on devrait faire, bien sûr, et c'est ce qui manquait avant, c'est de mettre une partie de try et catch autour pour qu'au cas où si on ait une exception dans notre code, automatiquement l'exception sera attrapée et donc on pourra continuer le code et la personne pourra entrer dans le serveur sans problème. Ah ben voilà, la solution, on l'a trouvée. Il suffit donc de créer le trigger et maintenant, de nouveau on a un problème. Donc on voit que vraiment, là, on n'arrive pas à attraper l'exception qu'on a eue par ce code. Et c'est ça le bug. Et c'est très important parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a aucune option de attraper et de donner une solution au cas où si on a une erreur ou une exception dans les triggers. Et c'est pas seulement pour le trigger de logon, c'est pour tous les types de triggers. Donc faites attention. Et par exemple, dans ce cas-là, alors d'abord je vais vous montrer, il ne s'agit pas seulement d'une erreur très grave, comme quand on n'a pas une table ou quand on essaye d'insérer une ligne dans une table qui n'existe pas. C'est aussi, par exemple, si on fait tout simplement un certain code qui bien sûr va nous faire une erreur, vous pouvez voir que ça va toujours pas marcher. Or, même qu'on a mis le try et catch autour, ça marche toujours pas. Donc on peut voir que vraiment on n'a aucune option de bloquer et d'attraper cette exception. Dans le cas par exemple où je voulais utiliser ce trigger pour logon, à la fin on a décidé qu'en fait c'était pas une bonne manière pour vérifier qui sont les personnes qui veulent entrer dans le serveur parce qu'on avait des cas où tout simplement on avait une erreur et on voyait que les gens ne pouvaient pas se connecter au serveur. Donc très important, faites attention, les try et catch ne marchent pas dans les triggers. Je vois que j'ai encore un peu de temps, donc c'est parfait. On continue. D'abord, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est se débarrasser du trigger. Et voilà. Alors, je continue avec notre quatrième bug. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple utilisant Link Server. Alors d'abord, je vais me connecter à la version, à l'instance 2014 que j'ai sur l'ordinateur, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de lire la colonne ID de la table Orders qui se trouve sur la deuxième instance. Donc je suis connecté au 2014 et je vais essayer de lire une information qui se trouve sur l'instance 2012. Et hop, je reçois une erreur. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il me dit que comme la table Orders qui se trouve sur la version 2012, ou tout simplement la table qui est dans le serveur éloigné, elle a une colonne de type XML. Et juste parce qu'elle a cette colonne de type XML, on ne peut pas du tout accéder à cette table et on ne peut pas la lire utilisant le link server. Maintenant, mais vous pouvez voir, j'essaie même pas de lire la colonne qui est de type XML, hein. Le type de ID, c'est tout simplement un integer, et donc, en fait, il suffit qu'il y ait une colonne XML pour qu'on ne puisse pas lire la donnée. Alors, première solution, on peut tout simplement créer un view sur notre serveur éloigné, et tout simplement, à la place d'accéder la table qui a la colonne XML, on peut tout simplement accéder le view qui a toutes les colonnes, à part pour la colonne XML. Et là, bien sûr, ça va marcher, on n'a pas de problème. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser la commande OpenQuery. Et là, ce qu'on peut faire, c'est le OpenQuery va lancer cette requête sur le serveur éloigné. Et donc, en fait, au moment où il va exécuter cette commande, il n'y aura pas du tout la donnée et la colonne XML. Et donc, en fait, c'est une façon de trouver une solution à notre problème. Parce que là, le OpenQuery, il prend la requête intérieure, il l'exécute sur le serveur éloigné, et là, on n'a pas du tout la colonne XML, et elle ne nous dérange pas du tout. Mais alors la question c'est, mais si on veut quand même avoir la colonne XML, si on veut la passer utilisant le link server, comment est-ce qu'on fait? Ça ne marche toujours pas avec le OpenQuery, mais
Alors là, il y a une petite astuce. Ce que vous pouvez faire, c'est convertir la colonne XML à un string et quand vous recevez l'information par le Open Query, faire juste l'inverse et la convertir de retour d'un string de retour à un XML. Et voilà, ça marche bien. Je me demande, j'ai encore là un dernier bug. Alors, est-ce que j'ai le temps, Jean-Pierre? Oui, tu peux. Alors, je peux continuer? Ok, parfait. Donc, alors, je continue avec le dernier bug. Il s'agit donc de timeout. Et il y a plusieurs sortes de timeout et normalement, nous tous, je crois qu'on connaît très bien le timeout où l'application essaye de se connecter au serveur. Il exécute une requête qui prend beaucoup de temps et là, ça prend plus de temps que le timeout et ça échoue. Et on reçoit donc l'exception qu'on n'a pas, que le timeout a été passé. Alors, d'abord, quand on utilise Management Studio, disons qu'on veut faire un exemple avec un timeout, parce que des fois, on peut faire exactement la même requête que l'application fait. Comment est-ce qu'on fait pour mettre l'option de timeout? Alors, vous pouvez voir, il y a dans Tools Options, on a Execution Timeout qui se trouve dans le Query Execution. Mais, alors là, faisons marcher le wait for delay, et donc là bien sûr ça prend 5 secondes, or dans l'option on a mis 3 secondes, donc on devrait avoir l'exception du timeout. Mais vous pouvez voir que tout a bien marché, donc en fait on n'a pas utilisé l'option du timeout. Comment ça se fait? Ben, tout simplement parce que c'est pas par le Tools Options qu'il faut le faire, on le fait dans les options de connexion. Donc là, tout simplement, on change la connexion et vous pouvez voir dans les options, il y a marqué quel est le timeout qu'on veut pour la connexion qu'on fait maintenant vers le serveur. Donc maintenant, si je vais faire le wait for delay, après 3 secondes, tout de suite, on a le timeout expired et le problème du timeout. Donc là, on est vraiment comme si on a une application normale qui demande d'avoir un certain timeout qui est différent de 0, qui veut dire jusqu'à l'infini. Alors la première question, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette exception de timeout pour faire quelque chose avec? Parce que par exemple, ce serait très utile si on pouvait décider qu'au cas où si on a une requête qui prend beaucoup de temps, à la place peut-être faire une autre requête. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas cette option parce que c'est l'application qui a donné donc le timeout et nous, dans notre code, on ne peut rien faire. On n'a pas une option à décider ce qu'on veut faire au cas où il y a une exception de timeout. Oui, alors là, il faut connaître le set log timeout, je crois qu'il peut nous aider et être très utile. Dans ce cas-là, tout ce qu'il nous dit, c'est, alors c'est important à savoir, le log timeout se fait pour notre session et ce sera valide jusqu'à ce qu'on se déconnecte du serveur. Alors, une seconde, je vais enlever le timeout que j'ai mis avant pour qu'on n'ait pas les deux timeouts en même temps. Et on peut voir, ça va prendre 20 secondes, mais ce sera que, en fait, vous voyez, normalement, après 5 secondes, on aurait dû avoir un timeout. Alors, la raison, c'est assez simple, c'est que le log timeout, il ne va pas se passer dans tous les cas, il va se passer seulement si on attend à cause d'un lock. Donc, si on a un lock qui sera plus que 5 secondes, on aura une exception. Alors, voyons un petit exemple. J'ouvre une transaction avec un update. Donc, bien sûr, maintenant, si je prends exactement la même, j'essaye de lire la même ligne, et comme il y avait un update, donc, voilà, j'ai reçu le lock timeout. Et ce qui est vraiment génial, je trouve, avec ce timeout, c'est que je peux utiliser le try et catch et je peux attraper ce timeout et l'exception que je reçois du timeout pour, par exemple, décider, voilà, j'étais bloqué pendant longtemps à cause d'un certain lock. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement une autre requête qui est plus rapide ou avoir une autre technique pour faire la même requête. Alors, je crois que ça y est, mon temps est fini. Alors, d'abord, je vous remercie tous de m'avoir écouté et surtout à Jean-Pierre pour m'avoir invité et pour cette occasion de faire ce webcast. Merci beaucoup. Jean-Pierre. Alors, attends, je vais regarder s'il y a... Merci. Alors, je ferme mon micro et de nouveau, merci à tous.